Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur l'antenne de Sud Radio alors que notre amie Valérie va prendre quelques heures de repos bien méritées à l'occasion des fêtes bien sûr. Nous retrouverons l'œil de l'expert entre midi et demi et 13h avec deux sujets qui sont dans l'actualité. Les prisons françaises, les déclarations de Gérald Darmanin sur cette volonté de faire place nette, c'est sa formule. On va y revenir dans un instant avec nos débatteurs et puis on parlera de la Syrie. Vous verrez que c'est un sujet qui nous concerne, nous Français, de très près en réalité, même si ça nous paraît très loin. Mais d'abord, c'est mettez-vous d'accord avec nos débatteurs et ce, avec vous jusqu'à midi et demi. Je vous présente tout de suite nos quatre invités ce matin, nos quatre débatteurs. Je commence par celui qui est un petit peu éloigné, pas très éloigné de nos studios, depuis Maison Lafitte, chez lui le maire de Maison Lafitte, Jacques Miard. Bonjour Jacques, ravi de vous retrouver. Fraternité. Ravi fraternité. Et vous mettez à l'antenne en ce moment votre dernier ouvrage, Bye Bye Démocratie. On verra ce que l'homme de droite veut nous dire ce matin, par exemple, sur la question des prisons revues et corrigées par le nouveau ministre de la Justice. Avec nous, je dirais d'obédience gaulliste aussi, Mathieu Hoc, le secrétaire général du think tank de tradition gaulliste Le Millénaire. Bonjour Mathieu. Bonjour Thierry. Et bienvenue aussi ici sur cette antenne que vous connaissez, Sud Radio. Avec nous, l'ancien député socialiste Eduardo Rian-Sipel. Bonjour Eduardo. Bonjour Thierry. On va revenir avec vous sur l'actualité bien sûr et aussi avec j'adore vous qualifier d'écolo-centriste, Philippe Boriaki, et grand sportif devant l'éternel aussi, je me souviens de ça, conseiller régional écologiste indépendant, on peut dire ça comme ça, d'Île-de-France. Alors avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, on va commencer avec vous Eduardo Rian-Sipel parce que vous vouliez revenir sur un sujet qui n'est pas un sujet facile parce qu'il s'agit de la mort d'un homme, mais pas uniquement, d'un drame vécu par les cheminots à la SNCF il y a quelques jours. Coup de cœur, coup de cœur, et vous c'est un coup de gueule. Oui, alors c'est un coup de gueule qui est un coup de tristesse et un coup aussi de prise de conscience. La mort ou le suicide de ce conducteur de la SNCF, Bruno, on en a tous entendu parler parce que ça a provoqué énormément de retard dans les trains, des situations très difficiles dans les trains. D'abord parce que une rame a failli. Un grand dérangement en quelque sorte. On s'interroge sur ce dont il s'agit. Pourquoi autant de trains en retard la nuit de Noël? Pardon, mais on s'est suicidé. Non, mais pardon, Eduardo, mais c'est pas uniquement à cause des retards qu'on en a parlé. On en a parlé parce que tout d'un coup, il y a eu un drame humain, le sien, et puis il y a eu un risque considérable pour les passagers. Vous avez tout à fait raison, Thierry Guerrier, mais dans un premier temps, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. On ne savait pas la cause des retards et des accidents et des arrêts de train. Et on apprend que probablement c'est un conducteur qui est tombé. Ensuite, on apprend qu'il s'est suicidé. Et en fait, mon coup de gueule, qui est un coup de tristesse, c'est peut-être avec ce cas de suicide qui, effectivement, aurait pu porter énormément de répercussions, de dangers pour les conducteurs, pour les passagers, avec toutes les difficultés que ça a entraîné. Bien sûr, ça aurait pu être encore plus dramatique. Mais c'est peut-être l'occasion pour s'interroger sur ce fléau, ce fait social qu'est encore le suicide dans notre société. Je ne dis pas qu'on aurait pu l'éviter, je ne sais pas quelles sont les raisons. Mais pourquoi vous voulez en parler? Et je pense que c'est un phénomène de société encore aujourd'hui. C'est la première ou deuxième cause de mortalité chez les jeunes et chez les jeunes adultes. Et depuis le Covid en particulier. Et depuis le Covid, la situation s'est aggravée parce que, comme je le disais à l'époque, une crise psychologique a frappé l'ensemble de la société française et toutes les sociétés qui ont pu passer par le Covid. Nous ne sommes pas des êtres, des animaux pour vivre enfermés. Pas des robots. Nous sommes des animaux sociaux pour parler comme Aristote. Et tout ça provoque du mal-être psychique. Je veux dire par là que nous pouvons mieux faire face au suicide, même si c'est toujours difficile et de le prévoir, et de le détecter, et de l'éviter. Mais je pense que notre société, nos institutions, peut beaucoup mieux faire. Je rappelle que l'année prochaine doit être une année dont la cause nationale est la santé mentale. Je dis santé mentale et bien-être psychique. Absolument, que l'ancien Premier ministre Michel Barnier, à très juste titre, avait proposé. Moi, je milite pour que la santé mentale et le bien-être psychique, je le rappelle, doivent être, selon moi, depuis très longtemps, une grande cause nationale. On peut mieux faire pour que les gens aillent mieux, se sentent mieux dans leur peau, diminuer la souffrance. Ça va pour lutter contre les
tentatives ou les possibilités de suicide dans la société. Ça permet aussi, si on traite bien ces sujets, notamment avec toutes les psychothérapies qu'on peut développer dans notre pays, en s'appuyant sur toutes les formes de psy qu'on a dans notre pays, de faire diminuer l'agressivité dans la société, de diminuer les phénomènes de harcèlement. Je pense que le suicide est l'état ultime, extrême d'un mal-être psychique qui peut exister et face auquel on a des solutions. Ouais. C'est pour ça que je voulais faire un coup de gueule pour dire on peut mieux faire pour la santé mentale, pour le bien-être psychique et pour diminuer la souffrance psychique dans notre société qui provoque évidemment beaucoup de suicides. Édouard Henry-Ancipel, ancien député socialiste, très bien, j'aurais peut-être des objections à faire, mais je vois que Jacques Miard veut réagir. Jacques, je vous en prie. Oui, alors, salut Eduardo d'ailleurs, tout d'abord. On s'est connus à l'Assemblée tous les deux. Non, la Commission de la Défense nationale. Malheureusement que tu es légèrement utopiste. Et je vais te dire pourquoi. Parce que en tant que maire, moi j'ai connu de multiples suicides et je peux te dire que c'est quelque chose qui échappe à la rationalité. Non mais je suis d'accord. Ouais, attends un instant. Et que donc, je ne dis pas qu'on peut éviter ça. Il y a des relations, mais parfois j'ai vu des suicides qui viennent comme un flash. C'est-à-dire ces gens-là se suicident sur un coup de tête et il n'y a aucun indice préalable. C'est ça qui est bon. Donc, c'est un problème, j'en conviens, et ça me bouleverse que lorsque j'ai eu à plusieurs reprises de suicides d'enfants, d'adolescents, mais il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas mettre ça sur le compte de la société seulement. Non, mais bien sûr. Il y a des cas qui sont, je dirais, impénétrables, et c'est un problème majeur auquel nous faisons face, et malheureusement, cela dure depuis, je dirais, des millénaires. Oui, vous avez l'air d'accord, sinon sur le constat, du moins sur, évidemment, la dimension dramatique de ce phénomène de société, mais sur les solutions, Eduardo. Oui, mais je partage, bien entendu, en partie ce que souligne. Mais quand Jacques dit il n'y a pas de solution. Bien, évidemment qu'il y a une part de passage à l'acte qu'on ne pourra jamais éviter. Parce que c'est très difficile de détecter des phénomènes psychiques très intérieurs. Même le plus solide d'entre nous peut se retrouver parfois au risque de provoquer, dans une situation de malaise. Au risque de provoquer et de choquer, cher Thierry Guerrier. Ça reste malgré tout, in fine, un droit pour ceux qui veulent mettre fin à leur jour. Enfin, quand on a la responsabilité de 600 à 700 personnes derrière soi. Les conditions de fin de vie, et c'est un débat. Mais pour le suicide, il y a des gens, je suis outré, terrifié quand je vois aussi des adolescents se suicider. On en a eu encore quelques. Je vous assure qu'on peut mieux faire, qu'on peut accompagner et anticiper pour permettre que des gens aillent mieux, ne souffrent pas et qu'ils ne passent pas à l'acte. On peut beaucoup mieux faire. Je donne un exemple. C'est comme les accidents de la route, même si c'est très différent. Mais je fais un parallèle, une analogie. Si on s'y met, si on crée les structures nécessaires, on diminue les accidents de la route, donc les morts sur la route. C'est la même chose pour la détresse psychique qui peut conduire certains au suicide. On peut vraiment accompagner les gens et éviter que des passages à l'acte dramatiques se produisent. Et il faut que la société tout entière s'y mette. C'est pas là, je suis pas là pour culpabiliser les uns et les autres, mais on peut mieux faire. Moi, je distinguerais deux sujets dans ce qui vient d'être dit, et je rejoins à peu près vraiment ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a un premier sujet, effectivement, sur la grande cause nationale de la santé mentale, que je ne corrélerais pas qu'uniquement au suicide, évidemment. Absolument, et vous avez raison de le rappeler. Mais parce que ça peut être positif aussi. Mais bien sûr, mais en fait, on a aujourd'hui un paradoxe qui est qu'effectivement, la santé mentale des jeunes, et même des moins jeunes depuis la crise sanitaire et les confinements, s'est dégradée. Et pour autant, l'offre de soins psychiatriques ne fait que régresser dans notre pays depuis les années 70. En 1970, on avait 120 000 lits en psy. Aujourd'hui, on en a moins de 50 000. Donc il y a un problème là-dessus. Le deuxième sujet que je vois aussi, par rapport peut-être plus directement au suicide, et en tout cas pour faire le lien avec l'affaire que vous évoquiez, c'est le mal-être au travail. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Par exemple, je prends une profession qui est tout à fait illustratrice de cela, ce sont les agriculteurs. On voit qu'il y a plusieurs agriculteurs qui se suicident des chefs d'entreprise, ou des travailleurs, pas de perspective, parce que justement ils n'ont pas de perspective économique, ils sont écroués de charges, ils voient les factures s'empiler, les factures énergétiques, et le sens de leur vie s'effondrer.
répondre. Effectivement, de la même manière, les policiers, vous avez aussi un mal-être dans la fonction de la police. De la même façon, sur d'autres fonctions, dans la fonction publique, vous avez des mal-être. Donc il y a par exemple une question peut-être qui est liée au suicide, c'est justement de revaloriser ces métiers, de permettre à ces gens-là de pouvoir bien travailler, de pouvoir avoir une vie, de pouvoir s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le travail ne rémunère plus, et donc de fait, vous avez des gens qui n'ont plus de perspective et qui effectivement le suicide revenir, Thierry, il faudrait peut-être revenir quand même à ce qui s'est passé avec la SNCF, où là, les mesures de sécurité ont fonctionné, et se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut un conducteur ou 2 conducteurs dans la cabine, parce que s'il y avait eu 2 conducteurs, ça se serait sans doute passé différemment. Oui, ou pas passé du tout d'ailleurs. Voilà, oui. Et donc je vais me faire taper sur les doigts par la SNCF, parce que s'il y a un seul conducteur, c'est pour des raisons financières. Alors, en l'occurrence, on est incapable autour de la table, aucun d'entre nous n'est cheminot et n'est capable de vous répondre en termes de technique, bien entendu. Tout de même, l'intelligence artificielle tôt ou tard. Tout de même, pardon, mais ce fameux Bruno, qui avait un enfant autiste, qui a eu un drame personnel, qui l'a tout d'un coup amené à ouvrir la porte et à se jeter à plus de 300 à l'heure de sa motrice. Pour autant, pardon, mais est-ce que tout de même vous n'êtes pas un peu choqué par cette dimension de plainte dans un contexte où derrière il avait la responsabilité de 600 personnes et tout d'un coup il prend la responsabilité, le risque de les voir, même s'il y a des systèmes qui ont très bien fonctionné, comme l'a souligné Jacques, des systèmes techniques qui ont montré que ces rames sont les plus sûres au monde. Elle s'est arrêtée d'elle-même, très bien. Il n'empêche, il a pris un risque considérable avec la vie de ceux dont il avait la responsabilité. Oui, est-ce qu'on ne doit pas sortir de la question de la plainte tout de même? Non, et vous n'êtes pas cette dimension de la plainte. On va y revenir dans un instant. Ça va faire l'objet de la suite de notre discussion. Mais là, à ce stade, on va faire une pause sur Sud Radio. À tout de suite. Restez avec nous. On continue sur ce sujet. Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Et nos 4 débatteurs, Jacques Miard, le maire de Maisons-Laffitte, ancien député, auteur de Bye Bye Démocratie chez La Fond Presse, Mathieu Hoc, le secrétaire général de ce think tank de tradition gaulliste Le Millénaire, Eduardo Riancipel, ancien député du PS, ancien député socialiste, et Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste indépendant d'Île-de-France. Alors Philippe, quelle est votre réaction à ce coup de gueule avec tout de même une dimension du sens, de la sensibilité, du cœur d'Eduardo Riancipel après le suicide qui a été très dangereux pour cette rame de TGV de ce conducteur de la SNCF il y a quelques semaines, quelques jours? Je vais séparer 2 choses. La première, elle est humaine, mais c'est pour ça que je finirai par ça. Et la deuxième, elle est technique. J'ai un ami d'ailleurs qui est agent RATP et qui vient de m'envoyer un message pour me dire le système de sécurité a fonctionné comme dans le tram. Absolument. À la différence du bus où vous avez un conducteur qui est tout seul. Vous avez aussi dans les avions, on a vu un commandant de bord qui s'était suicidé avec tout un avion et le copilote n'a pas eu le temps le système VACMA. Ouais, de réagir. Le deuxième, c'est le fameux drame humain. Je pense que l'acte. Mais qu'est-ce que, pardon, quand vous nous dites le système a fonctionné, vous voulez nous dire quoi? Parce que le fameux, je viens de le citer, il a fonctionné, tant mieux. Enfin, c'est la moindre des choses. Le jour où il ne fonctionnera pas, tu as raison, c'est là où on va décider de passer à l'intelligence artificielle. Sur des automatisations, on le voit sur la ligne 14 par exemple, vous n'avez aucun. Non, mais déjà, s'il n'y avait pas eu ce système-là, la rame aurait continué à 300. Enfin, voilà, tout ça est la preuve que le système mis en place au moment du TGV fonctionne. Complètement. Le deuxième, donc je vous disais, c'est un drame humain. Derrière un suicide, il y a un cri, il y a un désespoir, il y a le fait de ne plus y arriver. On voit, d'après les premiers éléments de l'enquête, peut-être qu'on aurait pu avoir des signaux. C'est ça que vous voulez nous dire. J'arrive. Un drame humain à titre personnel où un père de famille n'y arrive plus avec un enfant qui a une pathologie importante. Avoir un enfant autiste, c'est 200% d'énergie qu'il faut, et lorsqu'on a de telles charges de responsabilité à un moment donné où une charge morale très forte. Tout à fait, parce que moi j'étais machiniste receveur et quand j'avais 150 personnes dans le bus, j'avais 150 vies. Donc le sens des priorités et la responsabilité peut vraiment vous diminuer physiquement et vous enlever toute votre énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toute la société qui est malade. Et donc il y a des signaux, et tu
l'ai bien précisé tout à l'heure, la prise en charge est complètement... Ce tu s'adresse à Eduardo Riancipel, que vous croisez souvent ici. Non mais si on veut lutter efficacement contre les détresses psychiques, c'est qu'il faut mettre des moyens en face. Enfin, oui, vous n'allez pas à la guerre avec une cuillère, vous allez à la guerre avec des armes. Et donc, si vous avez plus de lits, vous avez plus de personnel soignant. Mais on se souvient que dans la compagnie filiale de Lufthansa, dans laquelle il y a eu le pilote que vous nous avez cité, qui s'est effondré, on se souvient que à l'époque, on avait dit, et Lufthansa avait pris des mesures, et Air France notamment expliquait comment ils essayent de suivre psychologiquement leurs pilotes, parce que c'est évidemment fondamental. Là, eux, ils tiennent tout en main. Il n'y a pas de système de sécurité pour sauver l'avion en direct. Hein. Bon, peut-être que ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il faudrait que la SNCF renforce sa capacité à déceler les difficultés chez ses conducteurs. Pas que la SNCF. Quand je vous ai dit, quand j'ai commencé en disant notre société est malade. C'est-à-dire que dans toutes les médecines du travail, moi je vois quand j'étais à la RATP, j'allais à la médecine du travail, on regardait les yeux, les oreilles, etc. Mais personne ne me posait des questions, comment ça va chez moi, est-ce que ça va bien avec mon épouse, mes enfants, enfin. C'est ça que vous suggérez. Et pareil, vous avez les collègues, mais vous avez on aussi... n'ose pas non plus, on va être discret. Non, c'est pas ça, c'est que vous avez des métiers où il y a des vies qui dépendent du type qui est en face. Alors, moi je le vois, moi j'ai été victime d'agression, et ça va, je suis quelqu'un d'assez costaud, donc j'ai pu y surmonter, mais moi j'ai vu des collègues complètement effondrés, et les chefs, les responsables de ligne n'en avaient que faire. Ce qu'ils voulaient, c'était leur objectif, les kilomètres parcourus. Alors vous nous dites, moi je voudrais à tous les quatre vous poser une question quand même. Je fais un peu de provocation, d'accord, mais c'est le jeu ici. Mais est-ce que il y en a pas un peu assez de vivre dans une société de la plainte en permanence, alors qu'on a bien vu par exemple au moment des JO que la France est aussi autre chose, des gens des artistes, des industriels, des entrepreneurs, des ouvriers qui travaillent, des artisans qui font un travail considérable, qui mettent toute une énergie dans le positif et dans la création, et on est là à se plaindre en permanence. Je suis d'accord avec ça, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, j'essaie d'être... c'est vous qui avez posé le sujet. Hein. C'est vous, j'ai posé comme un problème social. C'est-à-dire au sens où l'entend le fondateur de la sociologie moderne, Émile Durkheim, qui a travaillé sur le suicide, qui a écrit sur le suicide, c'est un fait social. Pardon. Il y en avait avant le marxisme et avant les entreprises capitalistes. J'ai un cœur, j'ai des sentiments et une très grande sensibilité, une hypersensibilité. Je crois que comme tous les hommes politiques, on est des hypersensibles. Quand un homme meurt ou se suicide, c'est un drame et je pleure comme tout le monde. Maintenant, il y a un fait social. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui commettent des tentatives de suicide et qui, hélas, souvent réussissent. Elle est première ou deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Ce sont souvent des détresses psychiques articulées, bien entendu, à la pression de la société. Vous répondez pas à ma question. Ma question, c'était est-ce qu'on se plaint pas un peu trop? Non, mais je pense pas. Je vais vous dire une chose. Parce que la société française se plaint pas. C'est ma proposition, Thierry Guerrier. Il y a des bons lieux pour se plaindre et on a le droit. Un enfant, un homme, une femme, adulte, on a le droit à de la tristesse. Je pense que, par exemple, les psychothérapies ne sont pas suffisamment développées en France. Elles permettent, c'est le bon lieu d'aller pleurer, d'annoncer qu'on allait avoir droit, de la comprendre et de la surmonter. Je fais une proposition qui permettra de lutter contre toutes les formes de détresse psychique et permettra un meilleur bien-être psychique pour tous. On diminuera la violence dans la société, on améliorera les rapports sociaux. C'est quoi votre proposition? C'est d'aller vers le remboursement des séances de psychothérapie. Ça y est, la Sécu vient d'annoncer que ce serait possible pour tous les Français. Pour combien de séances? À combien de temps? Pour 8 séances. Moi, je suis pour qu'on ait davantage de psychothérapeutes dans les collèges, dans les lycées, dans le monde du travail, dans les entreprises. Et que c'est un droit. Écoutez, on rembourse tellement de médicaments dans ce pays, de psychotropes et autres. On peut mettre un peu de pognon pour que les gens aillent justement déverser leur souffrance au bon endroit. Ça diminuera les problèmes de la société, croyez-moi. Le ministère de la Santé et l'ONDAM, c'est-à-dire il se trouve qu'une certaine Bonaparte, une Marie Bonaparte, a été l'une des grandes introductrices et la grande traductrice de Freud en France. Les autres, Eduardo, pas de monopole. Pour vous répondre, je vais répondre à votre question avec l'illustration de la SNCF. La société qui se plaint, c'est ça la question que je pose. On est aujourd'hui dans une société d'irresponsabilité généralisée et de plainte, effectivement. Prendre un exemple, c'est l'exemple de la SNCF, plus globalement. Je ne veux pas rentrer sur le cas du cheminot, etc. Je ne connais pas. Oui. Mais ce qu'on sait, c'est que la politique de ressources humaines de la SNCF est catastrophique et le dialogue social au sein de la SNCF est catastrophique. Depuis 1947, il y a une grève par an à la SNCF. On a aujourd'hui des gens à la SNCF, des syndicats notamment, qui ont pris en otage une entreprise, qui lui impose un fardeau économique
démesuré, délirant, avec des avantages sociaux pour les cheminots en termes d'avantages, donc le régime spécial des retraites, un régime spécial d'assurance maladie. Ils ont même le droit à des frais, enfin des remboursements de frais de transport, etc. Donc ils imposent des charges qui sont démentielles sur la SNCF. Sur la société de la SNCF, qui explique 30%, selon les chiffres de la direction de la SNCF, 30% de perte de compétitivité de la SNCF. Et pourtant, tous les ans, ils se plaignent en prenant en otage chaque année les Français avec des grèves. Faire attention avec le mot otage. Depuis 1947, en tout cas, c'est le cas. Et donc, vous vous retrouvez aujourd'hui avec des grèves qui coûtent très cher aujourd'hui aux contribuables français. Un jour de grève de la SNCF, c'est 20 millions d'euros pour le contribuable, et des gens qui malgré tout, se plaignent encore, alors que les revenus, notamment au sein de la SNCF, sont plus importants. Non, mais on n'est pas obligé de niveler par le bas. On n'est pas obligé. Philippe Bouriaki. Moi, j'ai été machiniste receveur à la RATP pendant quelques années. Je vous jure, et pourtant je suis pas un type qui vient se plaindre tous les 4 matins de quoi que ce soit. Je pense être costaud, mais comme tout le monde, j'ai aussi des faiblesses et ça m'arrive. Ça a été le métier le plus dur que j'ai fait de toute ma vie. Vous vous levez à l'heure que vous êtes censé manger. Vous vous couchez à l'heure où vous êtes censé vous lever. Vous êtes en décalé, vous travaillez les week-ends, vous travaillez les jours fériés. Vos vacances avec votre famille, c'est une fois tous les 4 ans. Vous avez une pression énorme. Vous avez des gens qui sont complètement irresponsables sur la route. Je veux dire que la pression psychologique de la sécurité des gens que vous essayez de transporter, qui a aucune reconnaissance, que les gens ils montent, ils vous disent mais pas bonjour, ils vous crachent en pleine figure. Je vous assure que c'est le métier où je me suis senti le plus dévalorisé, alors que j'avais une responsabilité énorme et que j'étais utile pour emmener les gens au travail. Et je vous jure, je vous donne ma parole, je pensais que c'était des feignants qui appuyaient juste sur un bouton pour ouvrir les portes. Je vous jure, je vous promets, et je vous jure que j'ai fait des métiers difficiles, mais celui-là, ça a été le plus dégradant, le plus dévalorisant et le plus difficile. Vous me donnez 10 000 par mois, je ne leur en fais pas ce boulot. Je ne fais pas, mais très bien, mais vous voulez... Donc, quand vous dites sur la société de se plaindre, oui, nous avons le droit de nous plaindre lorsque la société ne nous reconnaît pas notre juste valeur. Alors, ça suffit pas. Mais la Sécu, maintenant, vient d'annoncer qu'elle allait permettre à tous les Français d'avoir à peu près 8 séances par an. C'est pas suffisant. Mais moi, je pense qu'on peut... Franchement, on se plaint tous les jours, cher Thierry Guerrier, des histoires de harcèlement à l'école, de violence, de je ne sais quoi, de suicide. Donc, c'est une bonne décision. C'est ça que vous dites. Si on est une société adulte et moderne du 21e siècle, on permet aux gens d'aller voir des psychothérapeutes, on permet de rembourser les séances de psy de la même manière qu'on rembourse des médicaments. On reviendra si on une prend autre la santé fois psychique au sérieux, il faut aller vers ça. On reviendra dans quelques jours sans doute sur ce sujet qui est un sujet essentiel. Vous avez ouvert le débat, merci à vous. On le referme pas là, on va le refermer juste parce que là-bas il faut passer un petit moment de publicité, c'est comme ça qu'on vit sur Sud Radio. Et puis derrière, on reviendra sur les déclarations de Gérald Darmanin sur les prisons, l'état de notre système pénitentiaire. Ça aussi, c'est assez sérieux et grave dans ce pays. On y revient dans un instant. Vous êtes avec nous, vous restez avec nous si vous le voulez bien sur Sud Radio. Avec nos 4 invités ce matin pour les débats de Mettez-vous d'accord sur Sud Radio, Jacques Miard, maire de Maisons Laffitte, Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire, Eduardo Riancipel, ancien député PS, et Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste indépendant d'Île-de-France, écolo-centriste Philippe. Alors, on va revenir maintenant sur ce sujet posé par Gérald Darmanin, qui n'est jamais en manque d'idées, vous le savez, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice, qui a pris ses fonctions mardi, et dès mercredi, le jour de Noël, il était dans l'Oise, dans un établissement pénitentiaire. C'est son mandat, c'est sa fonction, c'est légitime, mais vous voyez, il perd pas de temps, il occupe le terrain. Dès qu'il y a un interstice au milieu de la situation médiatique un peu en recul, évidemment, il y a moins de sujets dans l'actualité, il se faufile, il est là, et il a une idée. Et là, il nous dit quoi ? Gérald Darmanin, il nous dit, vous allez l'entendre, je veux faire place nette dans les prisons, ou plutôt place nette. C'était sa formule à l'époque de sa lutte, ministre de l'Intérieur à Beauvau, contre le narcotrafic, le trafic de drogue. Mais là, il s'agit des prisons, et il nous dit, on écoute Gérald Darmanin, qui était hier soir l'invité du 20h de TF1. D'abord, il y a à imaginer peut-être des opérations place nette dans les prisons. Je pense que c'est ce que je vais demander à l'administration pénitentiaire, de pouvoir nettoyer, au sens compréhensible du terme, le fait que les gens ne doivent pas avoir de téléphone portable dans les prisons, continuer à être très présents, à empêcher cela et à condamner ceux qui le font. Et puis, deuxièmement, il faut que nous réfléchissions très rapidement
à des solutions techniques qui nous permettent de passer à du brouillage de l'intégralité des établissements pénitentiaires. Voilà, Gérald Darmanin qui dit ça peut pas durer, ça n'a pas de sens. Des prisons où on n'applique pas les peines, où les trafics continuent. Il a même ajouté, certains donnent des ordres d'assassinat depuis leur prison. Qu'est-ce que vous inspire les propos du ministre? Je vais d'abord à Jacques Miard, le maire de Maisons-Laffitte. Jacques, je vous ai vu réagir là dans la visio. Je vais vous dire, très franchement, Gérald Darmanin, que je connais bien, ne manque pas d'air. Parce que quand il était ministre de l'Intérieur, il avait tous les moyens, effectivement, pour améliorer. Il n'était pas patron des prisons. Il n'était pas patron il n'était pas le patron des prisons. Il était ministre. Non. Il avait les moyens parce que c'est un problème de sécurité. Il avait les moyens d'agir. Et maintenant, il la ramène avec ça. Il sait très bien qu'aujourd'hui, l'histoire pour brouiller l'ensemble des communications d'une prison et notamment des portables, c'est pas une mince affaire. Je peux vous dire que on a imposé un système de sécurité dans les prisons contre, à l'époque, l'avis de la ministre qui était contre ça et qui ne voulait pas que la police intervienne dans les prisons. Maintenant, c'est fait. Mais aujourd'hui, ramener ça devant comme étant une solution, eh bien, je lui dis bon courage, parce que c'est pas demain la veille qu'on verra le résultat. Dites-moi, vous êtes dans son camp politique ou pas très très loin, en tout cas, vous êtes tous... Je le connais. C'est un caméléon. Je vais vous dire une chose, et je l'ai déjà dit, je le connais très bien, c'était un ami, et je peux vous dire que ce type-là, c'est un caméléon, et qu'il est toujours... il épouse les thèses de ceux qui gouvernent et de ceux qui peuvent lui apporter quelque chose. Il était notamment l'attaché parlementaire de Vanès, qui était un catholique conservateur. À l'époque, Vanès m'a dit, il était plus catholique que moi. Voilà. Donc, alors, il est peut-être toujours catholique, Gérald Darmanin. On le connaît par cœur. C'est un caméléon. Je n'ai aucune confiance dans cet individu. Donc, vous êtes en train de nous dire, au fond, si je faisais de la provoque, je vous dirais, mais avec respect, qu'avec un ami comme vous, dites donc, on est servi. Non, mais au-delà de ça, mais c'est une boutade, Jacques. C'est une boutade. On l'a bien vu comme ministre de l'Intérieur. Non, c'était un très bon ministre de l'Intérieur. Non, parce que ça favorisait son aura. Mais on voit très bien qu'en réalité, il change d'opinion comme de chemise. Non. Philippe Bouriaki, vous dites que ça a été un très bon ministre de l'Intérieur, Darmanin. Déjà, je veux saluer Jacques et saluer son franc-parler. Au moins, ce qui est constant avec Jacques, c'est que... Non, c'est vrai, déjà, il tourne pas autour du pot. Non, mais je pense, justement, moi, j'ai beaucoup d'estime pour Jacques, parce que il me rappelle Patrick Oui, il Caram. aurait pu nous faire de la langue de bois, Jacques, en disant, je l'ai connu, il en fait jamais, il en fera jamais. Et je pense que c'est ce qui nous manque dans la vie politique, dans le politiquement correct, des hommes comme Jacques ou comme Patrick Caram. Ils sont droits, ils sont francs, ils sont directs, et moi je les aime pour ce qu'ils sont. Vous n'êtes pas en train d'en faire là du politiquement correct? Qu'est-ce que vous pensez de Darmanin? Alors Darmanin, vous nous avez dit, c'est un bon... Moi, je suis toujours constant. Ça a été, pour moi, c'est l'un des meilleurs ministres de l'Intérieur que nous avons eu. Pourquoi? Parce que je le sais sincère, je sais qu'il s'est battu bec et ongle pour donner des moyens à la police, qui sont pas suffisants, on est bien d'accord. Je suis persuadé qu'il essaiera de faire son maximum pour la justice, mais par contre, on est toujours dans la même problématique. Si vous n'avez pas les moyens de vos ambitions, vous ne pourrez jamais réussir à le faire. Il faut des brouilleurs dans les prisons, c'est évident qu'il faut que les gens... Jacques Miard vient de nous dire que la ministre de la Justice précédente, il y a quelques années, a empêché les ministres de l'Intérieur de venir mettre les moyens techniques. On parle de Christiane Taubira, qui a même autorisé des grandes largesses dans son mode d'humanisme. Mais la genèse, en vérité, avant d'arriver à la prison, vous avez une multitude de signaux de jeunes primo-délinquants ou délinquants dont les peines ne sont pas exécutées. Moi, je voudrais faire un peu de publicité, une aparté, et remercier notre présidente Valérie Pécresse, parce qu'il y a 1 an et demi, présidente de la région Île-de-France, pardon, excusez-moi, lorsqu'elle avait décidé de créer cette agence régionale des travaux d'intérêt général. Plusieurs, et y compris dans l'hémicycle de gauche. Qui est une des sanctions pénales. Complètement. C'est simple. Le principe, c'est tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Et l'objectif, c'est vous avez fait une infraction, vous êtes redevable à la collectivité par rapport à votre infraction. Et donc, de manière humaine, et je le dis à l'extrême gauche qui veut la corneriser à l'extrême droite, et c'est pas du tout le cas, c'est avec des encadrements, avec des spécialistes, que vous preniez conscience du mal que vous avez causé à autrui, et ça, les résultats sont là. Donc moi, j'invite le ministre de la Justice, dont je le dis, le plus grand bien que je pense de lui, et je pense vraiment c'est un homme d'envergure et un
possible futur chef d'État. En tout cas, je le souhaite. Ah oui, vous êtes en train de vous positionner les uns et les autres, Gérald Darmanin peut-être, et vous qui le soutenez pour 2027, pour la campagne de 2027. Oui, en tout cas, sauf si ma présidente de région y allait, oui, je soutiendrai Gérald Darmanin sans aucune ambiguïté, je ne me suis jamais caché. Alors, écoutez, messieurs, eh bien, on va peut-être se tourner du côté du socialiste, qui était donc un opposant potentiel putatif de Gérald Darmanin, et qui va peut-être être celui qui en dit le mieux, enfin, encore que vous venez de le soutenir, Philippe. Eduardo Riancipel, qu'est-ce que vous inspire les propos du garde des Sceaux? D'abord, j'ai cru comprendre que Gérald Darmanin était ministre de la Justice, garde des Sceaux, et pas seulement ministre des prisons. Il est dans son droit, c'est son choix, sa liberté de faire cette première sortie de ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur la question des prisons, qui est un vrai sujet. Il n'a pas fait que ça, hein. Vous avez vu hier soir à 20h, il évoque aussi la question de la violence conjugale. Vous avez raison, ce sont deux sujets importants, mais je souhaite que le ministre de la Justice s'occupe de toute la justice dans son ensemble. Et je souhaite aussi que le ministre de la Justice, parce que je peux connaître aussi le tropisme de Gérald Darmanin, il n'est pas ministre de l'Intérieur bis. Je ne veux pas non plus faire de préjugés, mais comme je vois un petit peu et je sais lire les discours politiques, les actes politiques. Il est trop sur le terrain de la sécurité, toujours, c'est ça que vous dites. Il est dans son identité, je le comprends très bien, mais je recommande, et je l'espère, que Gérald Darmanin prendra la justice comme un tout et qu'il ne la réduira pas simplement à la question des prisons. Sur la prison, moi je n'ai pas de tabou, je suis de gauche, je suis socialiste, et je le dis très clairement. Il faut plus de renseignements, et on l'avait déjà fait sous François Hollande, du renseignement de prison, il est de qualité, il faut améliorer les moyens. Il faut lutter, et pardon de casser un tabou, si c'en est un, il faut aussi lutter contre la corruption dans les prisons. Corruption peut-être de l'administration pénitentiaire, sans lesquelles les trafics et les narcotrafiquants et les autres trafiquants ne pourraient pas avoir lieu. Et les petites mafias ne pourraient pas prospérer. Donc il y a ce que nous pouvons faire pour lutter contre tout ce que nous savons qui gangrène la prison. Et il faut aussi lutter contre la corruption, contre le nouveau phénomène de narcotrafic, contre toute cette pression qu'il y a dans la prison. Mais je dis que la justice, elle est aussi beaucoup plus large. Et je crois qu'on attend du garde des Sceaux qu'il ait un discours large sur la justice qui a besoin de moyens. Là où je soutiendrai le ministre de la Justice, c'est quand il a dit qu'il avait besoin de plus de moyens et d'augmenter le budget de la justice. Mathieu Hoc, réaction à ce sujet de nos prisons, l'état des lieux aujourd'hui, c'est une catastrophe, on est presque en faillite. Oui, non, il y a plusieurs points déjà, je pense. Déjà, il faut poser la question du diagnostic de notre société. La société est gangrénée par l'ultra-violence. Il y a de plus en plus de gens violents et donc il y a de plus en plus de gens en prison. Les chiffres de population carcérale ont augmenté de 60% sur les 20 dernières années, lorsque la population française a augmenté de moins de 20%. Donc ça veut dire que le nombre de prisonniers... Et on atteint une surpopulation carcérale à 130%. Le nombre de prisonniers par habitant a été multiplié par 3 dans notre pays en moins de 20 ans. Donc ça veut dire que la société est beaucoup plus violente. Donc déjà, tous ceux qui nous expliquent que ce n'est pas le cas, on peut déjà se dire que leurs idées, on peut les mettre de côté. Ensuite, après, le point qui est important sur Gérald Darmanin, c'est qu'aujourd'hui, il hérite d'une situation qui n'est pas bonne, qui n'est honnêtement pas bonne. Sur les moyens de la justice, ça a été rappelé, la France dépense 2 fois moins sur la justice que les autres pays européens, notamment l'Allemagne ou les Pays-Bas notamment, mais ce n'est pas que ça. Et au sein de la justice, donc une justice qui est clochardisée en termes de moyens, vous avez une administration qui est particulièrement dépourvue de moyens, c'est l'administration pénitentiaire. Et l'administration pénitentiaire, effectivement, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Un, il manque des places de prison. Emmanuel Macron nous avait promis 15 000 places de prison. On en a vu à peine 5 000 jusqu'à présent depuis 2017. Le plan prison ne devrait pas être finalement mené à son terme avant 2029, alors que c'était prévu pour 2025. Exactement. Et pourquoi cela? Parce que d'une part, on a désarmé l'État régalien au profit de l'État nounou et de l'État social. C'est-à-dire qu'on a privilégié depuis des années d'investir de dépenser sur des dépenses sociales plutôt que d'investir sur les services de l'État régalien, les services de police, de justice, etc. Ce qui explique notre décrochage. Il y a un rattrapage, il y a un rattrapage de la police et de la défense et de la justice. Il y a un rattrapage depuis 2017, mais c'est insuffisant. Ensuite, après, l'autre problème qu'il y a, et c'est là où je pose la question à monsieur le maire, c'est que sur la question des places de prison, beaucoup d'élus municipaux et d'élus locaux ne veulent pas de places de prison, ne veulent pas de construction de places de prison, ne veulent pas délivrer les permis de construire de places de prison parce que, et d'ailleurs les citoyens
citoyens aussi, on peut le Oui, comprendre. vous avez raison, une maison d'arrêt Laffitte pour cher Jacques Mir. Non, mais les gens ne voulaient pas, les gens ne veulent veulent plus de prison au niveau national, mais ne veulent pas de prison chez eux. Jacques, il y a une maison. C'est un problème aujourd'hui. On vous a compris, Mathieu. Alors, Jacques, il y a une, c'est pas une question pour maison vous d'arrêt. en tant que tel, c'est en tant qu'élu Il y a local. plusieurs points. Merci, Mathieu. Il y a une maison d'arrêt Je vais dire une chose. à Maison Construire une Laffitte. prison ou construire une petite prison, ce sont les mêmes difficultés. Donc, faut pas rêver. Et là, il a raison. Mathieu a raison. Maintenant, pour ce qui est de Philippe sur les travaux d'intérêt général, ça, c'est du pipeau. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, le travaux d'intérêt général, ça vaut pour la bourgeoise qui, effectivement, a eu un problème traverse de permis mal de les clous. conduire. Mais, écoutez un instant. Ouais, mais des jeunes qui ça ne veut pas pour des zozos qui vont dire, moi, je n'ai rien à foutre, et qui vont pas faire les travaux d'intérêt général. Et donc, ça, c'est voué à l'échec. Il est évidemment, parce que moi je connais des cas, il y a un gamin qui est affecté aux pompiers chez nous et qu'à ce moment on lui dit, eh bien il faut rembobiner la lance d'incendie et il dit non. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le frappe? Non, il dit non. Eh bien ça sert à rien. Donc il faut cesser de croire dans les travaux d'intérêt généraux. Ça ne marche pas. Mais si, cher Jacques, ça marche. C'est peut-être une question de proportion des peines. Ça marche pas pour tout le monde, mais ça marche. Il y a 15 000 étrangers qui sont dans nos prisons. 15 000. Eh bien, on pourrait passer des accords avec les États dont ils relèvent sur le plan de la nationalité et les renvoyer chez eux. Eh bien, ça ferait de la place. Alors, on a été sur ce sujet des prisons aujourd'hui, du pénitentiaire. Jacques, on va revenir à nos coups de cœur et nos coups de gueule. Si vous voulez bien, Jacques Miard, vous avez un coup de cœur. C'est un hommage à ce qui est considéré encore aujourd'hui comme peut-être l'acte le plus courageux du GIGN et le plus efficace de cette unité d'élite de la gendarmerie nationale. Jacques, je vous laisse nous rappeler les faits. C'est un coup de cœur parce qu'effectivement, on a parlé hier du trentenaire de l'affaire de Marignac, n'est-ce pas? Marignane, c'est-à-dire le GIA, les islamistes algériens. Pour délivrer les otages pris en otage par dans le l'Airbus. GIA, mais il n'en demeure pas moins il y a 30 ans. que je crois qu'on ne peut pas simplement, je dirais, dire ça a été merveilleux, etc. C'est une unité qui est maintenant décentralisée et qui, avec le RAID, qu'il faut associer, permettent effectivement de résoudre des cas parce qu'ils savent négocier, parce que bien sûr, ils peuvent employer la force pour neutraliser des terroristes, mais ils sont capables également de résoudre le problème sans qu'il y ait une violence par leur capacité à négocier. Et il faut leur rendre hommage, surtout à un moment, là on vient où les policiers ou les gendarmes payent d'un lourd tribut à la société leur engagement dans la défense de notre sécurité. Voilà pourquoi je voulais saluer leur engagement et surtout leur capacité à, je dirais, résoudre le problème très souvent sans la force. Oui, il y avait sur France 5 hier un formidable témoignage de Thierry Lévesque, par exemple, ancien gendarme du GIGN. Il faut se souvenir, j'étais sur place, moi, pour TF1 à l'époque, et j'ai fait la visite avec Édouard Balladur des blessés. Ils ont été un certain nombre, peut-être 8, du GIGN, grièvement blessés à l'époque, mais ils ont sauvé tous les passagers et l'équipage. Le seul qui a été à peu près blessé, mais c'est parce qu'il a sauté, c'est le copilote, il s'est en partie déhanché, brisé la hanche, mais sinon le travail du GIGN, comme l'a souligné Jacques, était considérable. Un mot d'Edouard Grillon-Sipel et de Mathieu Hoc, court avant la prochaine page de pub, Eduardo. Sur le GIGN, sur ce coup de cœur. Moi j'étais adolescent, j'ai vécu ça comme beaucoup de Français presque en direct, et j'étais en admiration face au professionnalisme et à la réussite. L'entraînement et le courage. Incroyable. Aucun blessé parmi les otages. Alors, moi, j'étais pas né, donc, mais bravo aux forces de sécurité et spéciales françaises au GIGN. Mais effectivement, ça démontre le savoir-faire de nos services justement français. Et on a véritablement développé une expertise. Et moi, je pense, et nous pensons au sein de notre think tank, que quand on a des expertises comme ça qui sont tellement importantes, qui sont tellement valorisables, il faut justement faire profiter d'ailleurs aussi aux autres pays, montrer qu'on est capable d'exporter. Le GIGN était un conseil de l'Arabie Saoudite. Effectivement, fait cela pour beaucoup de pays. Et Philippe? Moi, je m'incline et avec grand respect et humilité
derrière ces frères d'armes qui, au péril de leur vie, avant tout, protègent toutes les vies, y compris celles des ravisseurs et des terroristes. C'est leur mission première. Je suis en admiration ces hommes qui sacrifient leur famille, leur temps, qui passent beaucoup d'entraînement, beaucoup perdent la vie et se blessent aussi en entraînement pour être le plus optimum. Et je remercie en tout cas les conseils et les responsables du GIGN à l'époque qui ont tout fait, qui ont insisté auprès d'Édouard Balladur, on en parle très peu, pour que l'avion vienne ici en France, alors qu'ils avaient des informations que l'objectif des terroristes... Au début, les autorités françaises voulaient qu'il reste à Alger. Alors, non, surtout pas. Non, parce qu'ils savaient que si c'était à Alger, ça aurait été une boucherie. Oui, mais Paris donc, aussi. Ils ne voulaient pas qu'il se pose, ou plutôt qu'il se crache sur Paris. Bien sûr. Ce que redoutaient de faire les très rapide, parce que là, il faut rappeler que le GIGN est fondé en 1974, c'est-à-dire 2 ans après les attentats aux Jeux Olympiques de Munich en 72, où la délégation israélienne a été assassinée par des terroristes à l'époque. Par le président Valéry Giscard d'Estaing. Ça montre que derrière, la formation a permis, pour cette occasion de cette prise d'otage, d'éviter ce massacre qui a été celui de la délégation israélienne. C'est incroyable. Exactement. On se retrouve les uns et les autres pour Mettez-vous d'accord, tous les 4 débatteurs, avec vous tous et toutes sur Sud Radio. C'est dans quelques minutes. À tout de suite. Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Sur Sud Radio, et dans 10 minutes, il sera midi, on aura les infos bien sûr, mais d'abord on va revenir à nos débats, à nos thématiques. On vient de parler de ce suicide de cheminot à la SNCF, on a évoqué aussi la problématique des prisons aujourd'hui, notre système pénitentiaire en faillite avec les déclarations de Gérald Darmanin. On revient à vos coups de cœur et coups de gueule des uns et des autres. Nos invités ce matin, les débatteurs, Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte, Mathieu Hoc, le secrétaire général du Millénaire, ce think tank d'héritage gaulliste, Eduardo Riancipel, qui est ancien député socialiste, et Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste indépendant d'Île-de-France. Alors Philippe, je vais venir à vous parce que vous nous dites, vous avez un coup de cœur pour ceux qui finalement, alors que les uns et les autres prennent avec légitimité, des temps de repos, notamment au moment des fêtes, et pas que sur les pistes enneigées, et c'est tant mieux, mais vous voulez rendre hommage à ceux qui travaillent en ce moment dur comme fer. Ouais, je voulais les remercier, ces femmes et ces hommes de l'ombre, ceux que moi j'appelle les anges gardiens, et d'ailleurs on me faisait souvent la réflexion, lorsque j'étais à Europe Écologie, puisqu'on était censé être de gauche, ne jamais remercier les forces de l'ordre, les forces de sécurité, et pour moi c'est un pilier essentiel. Ah oui, c'est une règle au sein ouais, parce qu'ils n'aiment pas le mot sécurité, sécuritaire, et moi je viens d'une culture... Au sein des Europe Écologie Les Verts, ils n'aiment pas il y a une ligne politique qui est de ne jamais féliciter en public. Clairement. Moi, je savais pas, vous voyez. J'espère que ça évolue. En tout cas, le courant dans lequel j'étais avec celui de Yannick Jadot n'avait aucun problème avec ça. Mais on nous classait déjà à droite du parti. Ils sont pas là pour répondre, donc... C'est dommage, c'est dommage. Non, je voulais vraiment remercier ces femmes et ces hommes. Je pense au personnel médical, hospitalier, à nos gendarmes, nos policiers, notre armée. Et tous les services publics qui continuent à fonctionner quand même, un certain nombre. Complètement. La Poste. Non, mais tout à fait. Mais il y en a qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et je le dis au détriment de leur famille. Ils ont des jours de repos dans ces cas-là. Ils sont organisés quand même, les services publics. Oui, mais, très bien, mais vous savez, le rythme biologique n'est pas fait que vous travaillez la nuit. Et eux sont d'arrache-pied la nuit pour veiller à la sécurité des biens et des personnes. C'est les premiers à être confrontés à la misère et à la détresse humaine. C'est les premiers maillons de notre cohésion sociale, par abnégation, par vocation, par amour de l'autre, par altruisme. Vraiment, au moment où certains font une pause, d'autres sont là et font que la vie continue. Non, mais eux, ils sont, même lorsqu'ils sont en vacances, ils peuvent être réquisitionnés. Et on a vu, j'ai en mémoire les attentats de Nice où des policiers, des infirmiers qui étaient en vacances là-bas sont intervenus et ont été d'eux-mêmes spontanément. Donc, je voulais vous dire à vous, mesdames et messieurs, merci, thank you. Dankeschön, spasiba, diakoyo, obrigado, grazie. Ils sont d'origine étrangère si nombreux dans les services publics. Tous. Mais parce que ceux qui sont en vacances aussi, Jacques, qui viennent de Eduardo, Mathieu, très court, qu'est-ce que ça vous inspire? Philippe a parfaitement raison, et c'est le sens du service public. Et ça, c'est quelque chose que même Bruxelles ne comprend pas, parce qu'ils ont un service d'intérêt général, ce n'est pas la même chose.
un service public, il est là pour maintenir la cohésion de la société avec des principes fondamentaux, la laïcité, l'égalité et la permanence. Et il s'adapte. C'est ça un service public. Et donc, moi, en tant que maire, je peux vous dire, je viens de la fonction publique d'État, puisque, paraît-il, je suis un diplomate inquiétant, comme disait mon ministre, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on retrouve, notamment dans la territoriale, dans les sapeurs-pompiers, des gens qui ont le service public chevillé au cœur, et il faut leur reconnaître. Mais Jacques, vous avez par exemple, pendant ces jours de fête, aujourd'hui, combien de salariés de la fonction publique territoriale chez vous, dans une mairie comme celle de Maisons-Laffitte, qui sont sur eux? Bah oui, mais ça fait quoi? Dites-nous, c'est intéressant par exemple que vous nous expliquiez. Ça fait que si j'ai un pépin, même à 2 h du matin, une canalisation qui saute, on intervient. Et ils sont combien comme ça mobilisés à Maisons-Laffitte? Mais oui, il y a des astreintes permanentes. Donc c'est quelque chose que nos concitoyens doivent dire. Un jour, on a eu un petit problème sur malheureusement une canalisation qui avait sauté et qu'on avait du mal à retrouver exactement où c'était. Et j'avais eu cette réflexion de mes concitoyens, est-ce que ce sont des services publics à l'américaine? Et là, je peux vous dire que ça ne m'a pas fait plaisir. En réalité, c'était parce que le prestataire avait tardé à intervenir, mais il n'en demeure pas moins que des services publics à la française, il faut les maintenir. Absolument, oui, merci Jacques. Alors, Mathieu Hoc, on finit par votre coup de cœur à vous. On va filer de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Oui, alors c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule sur, justement, c'est sur plutôt les réactions qu'on a eues, mais qu'on en a l'habitude, d'une certaine partie des analystes, de la presse dans notre pays, en France, sur la décision, sur les propos de Donald Trump à propos du canal de Panama. Et qu'est-ce qu'il a dit, Donald Trump? Rappelle-nous les faits, d'abord. Rapidement, rappel des faits. Donald Trump a annoncé que si le Panama ne respectait pas l'accord de délégation du canal de Panama vis-à-vis des États-Unis, il serait bienvenu pour les États-Unis de reprendre le contrôle du canal de Panama, parce qu'il considère aujourd'hui que le Panama joue pour la Chine plutôt que pour les intérêts des Américains. Et donc, lorsque vous avez le Panama de l'Amérique centrale, effectivement, et qui a la main sur son territoire, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Et ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque le canal a été rétrocédé dans les années 80 par les États-Unis qui ont géré au Panama, puisque c'est les États-Unis qui ont construit ce canal. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons une partie de la presse de notre pays qui s'insurge, qui hurle, qui même. Vous êtes d'accord avec Trump, qui pourrait dire je suis pas d'accord, j'essaye d'expliquer. Nous, on essaye d'expliquer dans notre think tank. On a travaillé sur le monde vu par Donald Trump pour l'année 2025. Et ce que l'on dit, nous, juste, c'est qu'il faut comprendre ce qu'il fait. Et c'est pas une décision stupide, c'est pas une décision irrationnelle, c'est une décision qui s'inscrit dans un continuum géostratégique de lutte contre de lutte contre la puissance chinoise, notamment à travers ce qu'on appelle la guerre commerciale et notamment la sécurisation des routes commerciales. Mais votre coup de gueule au fond, c'est de dire la presse française n'y comprend rien, ou elle est partisane, et hurle et ne veut pas justement traiter et analyser dans les faits le sujet justement de la politique étrangère américaine. Et Donald Trump est un personnage, que l'on soit d'accord ou pas avec sa politique étrangère, qui sera clé pour les 4 prochaines années. Il faut bien comprendre Donald Trump pour comprendre aujourd'hui l'avenir des relations internationales, me semble-t-il. Alors, je suis pas un très bon animateur de radio, parce que ça devrait derrière susciter un débat, et on n'a plus le temps, imaginez-vous, parce que là, il nous reste 30 secondes avant la pub et avant le journal de midi. On verra si on revient sur ces sujets, mais on ira évoquer dans quelques instants un autre sujet géopolitique qui nous concerne directement, encore plus directement que le canal de Panama. C'est la série, c'est sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Et avec nos 4 débatteurs, les invités réguliers de cette antenne Sud Radio, Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte, gaulliste devant l'éternel, comme les membres de ce think tank, le millénaire, avec son secrétaire général aujourd'hui avec nous, Mathieu Hoc. Donc Jacques Miard, Mathieu Hoc, et puis un ancien député socialiste, Eduardo Riancipel, et Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste d'Île-de-France. Alors messieurs, on a peut-être 2 sujets encore à venir avant midi et demi, et l'œil de l'expert. On va parler de la Syrie, et puis on va parler aussi de Mayotte et du voyage à venir du nouveau Premier ministre et de sa ministre de l'Éducation
convocation, donc François Bayrou avec Elisabeth Borne et puis Manuel Valls, trois premiers ministres en poste et anciens premiers ministres qui se déplacent à Mayotte dans un contexte où pourtant les élus locaux râlent en disant finalement les pouvoirs publics mentent en disant que les choses vont mieux alors que ça va très très mal. Jacques Méhard, qu'est-ce que ça vous inspire cette façon à la fois de râler, ce qui est légitime dans une situation peut-être très compliquée humainement, et puis en même temps tout de même on entend que des plaintes dans un contexte où quand même la France fait des efforts considérables. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, les malheurs de Mayotte ne datent pas de ce terrible ouragan qui est passé sur l'île. Auparavant, je voudrais dire à Mathieu, n'appelez pas votre organisme think tank, il faut l'appeler laboratoire d'idées. Oui, ou cercle de réflexion. Français. Moi, je préfère cercle de réflexion. Voilà, très bien. Non, alors pour revenir à Mayotte, il est évident que c'est le résultat, bien évidemment, de l'ouragan, aujourd'hui la situation, mais aussi de l'impossibilité de maîtriser l'immigration et les immigrations, et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, bien évidemment, la France, grande et généreuse, va sans doute reconstruire tout. Est-ce qu'elle va reconstruire, y compris pour les gens qui, normalement, ne devraient pas être là? La question se posera politiquement. Mais je sais bien qu'on doit aussi aider, je dirais, les plus pauvres, et que l'on peut sans doute trouver des solutions de leur retour aux Comores avec un accord avec les Comores. Ce qui est clair, c'est que le résultat, notamment le manque d'eau, j'ai entendu un ministre récemment dire il va y avoir l'alimentation en eau pour tout le monde, ça n'a jamais été fait, ou du moins ça bégait, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et donc il faut avoir des canalisations en sous-sol qui permettent l'alimentation en eau avec une usine de dessalement. Donc il y a énormément de travaux qui n'ont pas été faits par les gouvernements précédents. Alors en ce qui concerne les secours en ce moment, écoutez, il y a un sénateur de Lille, de la majorité présidentielle pourtant, Saïd Omar Oili, qui considère lui qu'au fond, le gouvernement, les pouvoirs publics mentiraient sur la situation. On écoute le sénateur de Mayotte. Franchement, il faut arrêter de mentir à la nation en disant que les choses vont bien. C'est une des raisons. Et je le dis franchement ici, il faut que tout le monde le comprenne. Je demande une commission d'enquête parlementaire pour savoir exactement ce qui s'est passé là-bas et comment on a géré cette crise. Alors c'est une demande donc du sénateur Saïd Omar Oili qui s'exprimait ce matin chez nos confrères de la radio France Info. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette exigence tout d'un coup d'une enquête parlementaire au moment même alors qu'on est encore dans la phase de secours? Mathieu Hoc. Ça inspire que en tant que représentant du peuple mahorais et donc de ses administrés, il considère qu'aujourd'hui l'État a complètement failli sur cette question-là. Complètement failli. Vous êtes d'accord avec lui sur ce point? Moi je pense que oui, je suis d'accord avec lui parce qu'effectivement il y a un retard d'investissement de la part de l'État dans ce territoire. Ah oui, donc sur le long terme, pas exactement. à court terme. Je pense que c'est une question de long terme. C'est une question de long terme. À court terme, le plan d'urgence qui est en train d'être calibré par le gouvernement, en réalité, c'est difficile de faire davantage ou c'est difficile de faire mieux, pour être tout à fait franc. La question, c'est vraiment le retard en termes d'investissement à Mayotte. Et aujourd'hui, la logique qu'a l'État vis-à-vis de Mayotte. La réalité, et notamment ça a été très bien rappelé, c'est que sur un certain nombre de sujets, je ne peux pas tous les prendre, mais si on prend par exemple la question de la politique migratoire, aujourd'hui, les Comores dictent la situation sanitaire de Mayotte et la situation sécuritaire. Oui, les Comores qui sont à quelques centaines de kilomètres. Emmanuel Macron a fait un accord en 2019 avec le président des Comores pour justement donner 150 millions d'euros d'aide au développement contre une coopération sur les questions migratoires. Au bout d'un an, le président des Comores a révoqué cet accord-là et a marché sur Emmanuel Macron. Si la France n'est pas capable de faire restaurer son ordre, l'autorité de son État et sa diplomatie face à un pays comme les Comores, on est véritablement dans la panade. Il faut rappeler que Mayotte fait partie de cet archipel naturellement, physiquement, des Comores de manière générale. Oui. Et Mayotte est un territoire français indépendant qui a souhaité à plusieurs reprises, qui s'est exprimé rester français. Et les Comores sont donc dans cet archipel naturel à l'ouest de Madagascar, au nord-ouest de Madagascar, est un pays indépendant lui aussi, donc qui vous dites est en relation difficile, en bras de fer avec la France. Souvent, c'est ça qu'il faut comprendre de ce que vous nous dites à l'instant. Eduardo Riancipel et Philippe Bouriaki, sur cette situation à Mayotte, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, il faut toute la solidarité nationale
pour Mayotte. C'est une critique ou c'est... Non, c'est un le cas, souhait, déjà. c'est une volonté, c'est une réaffirmation, d'abord du cœur et de l'esprit, et ensuite pour les moyens nécessaires que la République doit apporter à l'un de ses départements, Mayotte, qui a subi une catastrophe naturelle effroyable. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'on peut... Mais vous trouvez que c'est pas le cas, que c'est pas le cas là depuis? Si, c'est le cas. Je pense que c'est le cas, et il faut aussi entendre la colère, la détresse des Mahorais. Il faut savoir l'entendre sans réagir. Faut la prendre sur nous. Si vous comprenez bien ce que je peux vouloir dire. Les objections sont malvenues, c'est ça que vous dites, c'est pas le moment. C'est pas le moment de leur répondre, il faut qu'on les réponde par l'action. Je comprends. Qu'à un moment donné, quand on s'adresse, y compris aux autorités, au président de la République, au gouvernement, qu'on gueule sa détresse, il faut la prendre. Je crois que ce que le propre d'un homme et d'une femme politique, c'est d'encaisser. C'est d'encaisser la détresse quand elle s'adresse à nous, parce qu'elle ne s'adresse pas nécessairement à nous. Il faut pouvoir l'encaisser. Ça fait aussi partie de la relation. Il y a une critique non dite, mais réelle, du comportement d'Emmanuel Macron là-bas, par exemple, de votre part. Je ne dirais pas de critique, mais en tout cas, je pense bien me faire comprendre. Il faut qu'on soit capable, hommes et femmes politiques, d'encaisser les moments durs comme ça, parce que ça fait partie aussi du job. Ensuite, juste pour terminer, parce que ce qui a frappé Mayotte, ce cyclone, c'est une catastrophe naturelle. Je pense que, bien sûr, il y a la situation particulière de Mayotte. Il faut un grand plan de développement de la société mahoraise. Et par ailleurs, je crois que c'est un signe aussi pour qu'on se prépare, nous autres, à toutes les catastrophes qui peuvent arriver, au notamment en raison du climatique. Ça rappelle la fragilité de nos sociétés et ça ne concerne pas que Mayotte. Donc je le dis, il faut qu'on soit beaucoup plus lucide sur les défis climatiques, sur les défis de l'environnement, parce que nos sociétés, aussi puissantes qu'on puisse penser qu'elles le soient, elles restent fragiles face aux forces de la nature. Philippe Bouriaki sur Mayotte, en 1 minute, si vous voulez bien, Philippe. Sans vouloir offusquer personne et blesser personne, il faut entendre le cri, le désespoir. Et moi, je remercie ma présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, d'avoir immédiatement débloqué 500 000 euros pour l'aide humanitaire, pour la construction d'un dispensaire, parce que l'état de santé des épidémies qui peuvent se développer lorsque l'eau n'est pas potable et lorsqu'il y a des choléra et des personnes malheureusement qui sont décédées et des putréfaction sur le sol. Et en même temps, cette aide servira immédiatement pour l'épuration et l'apport d'eau. Plusieurs régions ont été solidaires, mais l'Île-de-France, nous avons été immédiatement. Et ça ne s'arrête pas juste à ces 500 000 euros. Il y aura d'autres dispositifs qui vont entrer en ligne de compte. Moi, je fais totalement confiance à notre président. La Croix-Rouge d'Île-de-France envoie beaucoup de secouristes. Il faut savoir que par cette action, la présidente Île-de-France, alors que c'était un moment très tendu le 18 et 19 décembre, puisque c'était le vote du budget, tous les groupes ont voté à l'unanimité cette aide. Donc nous sommes objectifs et nous disons merci à tous les conseillers d'avoir joué le jeu. Merci pour ces précisions, Philippe Bouriaki. On se retrouve et on parlera de la série dans un instant. Vous êtes avec nous et vous restez avec nous sur Sud Radio si vous le voulez bien. Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Et nous voilà partis pour ce dernier quart d'heure de débat. Mettez-vous d'accord avec nos 4 invités, vos 4 débatteurs ce matin sur Sud Radio. Jacques Miard, le maire de Maisons-Laffitte, Mathieu Hoc, le secrétaire général de ce groupe de réflexion qui s'appelle le Millénaire, Eduardo Riancipel, qui est un ancien député du PS, et Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste d'Île-de-France. Jacques Miard, vous qui avez publié Bye Bye Démocratie, il y a une démocratie qui n'en était pas une, qui était une dictature, la Syrie, qui est aujourd'hui dans une situation d'incertitude, évidemment, puisque même si les djihadistes, les islamistes ont réussi à faire tomber le régime de Bachar el-Assad, aujourd'hui, ils sont dans une situation difficile parce qu'il y a un certain nombre de minorités, notamment les Alaouites, qui étaient l'ethnie à laquelle appartient Bachar el-Assad, qui se rebellent dans le centre-ouest. Que vous inspire la situation en Syrie, Jacques ? C'est très simple. Je dis tout à l'heure que je n'avais pas confiance dans un homme politique français. Vous qui avez été diplomate. Je n'ai absolument pas confiance dans les djihadistes qui prétendent qu'ils sont modérés. C'est absolument faux. Ils jouent la taquilla. Qu'est-ce que c'est que la taquilla ? Dites-nous. Et ça, conformément, je dirais, à des experts qui me l'ont dit, la taquilla, c'est avancer masqué. Et il est clair qu'El Janouni, aujourd'hui... Dans le djihad, la taquilla, c'est avancer masqué dans le djihad, dans la lutte pour l'islamisation. C'est-à-dire, on avance masqué, on ne dit pas exactement ce que l'on veut, mais l'objectif,
c'est bien sûr l'application d'un islam rigoureux. Et ça, je peux vous dire que nombre d'experts qui connaissent bien la Syrie me l'ont confirmé, et que de ce côté-là, il faut être extrêmement prudent. Cela étant, ça prendra du temps, parce qu'ils sont aujourd'hui stipendiés par deux États. La Turquie, d'une part, qui a joué un sacré rôle, je dirais, depuis le début. Je rappelle que la Turquie a commercé avec Daesh d'une manière éhontée et qu'on a fermé les yeux, hein. Et ensuite, notamment à Mossoul, où ils ont évacué 46% de leurs 46 agents consulaires qui étaient entourés de Daesh et qui sont partis gentiment, sans problème. Et puis, il y a l'Arabie Saoudite qui a changé également sa politique en apparence avec Al-Nosra, dont Fabius avait dit qu'il faisait un bon travail. Bah, tu parles, c'était un faux-né de Daesh. Donc, on a en ce moment quelque chose qui est assez calme, je le reconnais, mais il n'en demeure pas moins qu'à terme, c'est extrêmement problématique, notamment sur les chrétiens d'Orient. Bon, il y a eu quelques incidents, comme chacun sait, mais ça va beaucoup plus loin. Et à mon avis, El Jarouni, HTS, ils avancent masqués, point à la ligne. Alors HTS, c'est Hayat Tahrir al-Sham, avec un S, en effet, S-H-A-M, hein, c'est-à-dire, si on le traduit de façon approximative, peut-être en français, c'est l'Organisation de libération du Levant, des djihadistes islamistes, dirigée par Ahmed El-Sharam. En effet, vous venez de le dire, vous connaissez bien le sujet, Jacques Millard. Les Alaouites, les chrétiens sont des minorités. Mais tout le monde. Les chiites, les sunnites, c'est un kaléidoscope, la Syrie. Les Druzes qui sont d'un côté, etc. Moi, j'ai rencontré le chef des Druzes qui me disait, mais nous sommes des musulmans, mais des musulmans légèrement dissidents par rapport au dogme, je dirais, de l'intégrisme. Donc, on a un problème qui est potentiellement, qui va évoluer. Ça prendra peut-être un bout de temps. Vous nous dites qu'il y a un risque d'éclatement de la Syrie ? Vous nous dites qu'il y a un risque d'éclatement de la Syrie ? Alors, ça, c'est la volonté de la Turquie, qui veut retrouver, Erdogan, c'est, je dirais, la nostalgie de l'Empire ottoman. Oui. Et donc, le Nord, Idlib, tout ça, ils ont dans la volonté d'annexer. Et c'est déjà pratiquement fait. Donc, c'est ça. Et puis, vous avez aussi au sud, Israël, qui vise un certain nombre de contrées pour sa sécurité. Donc, je crois que ce serait une faute de faire éclater la Syrie, parce que jusqu'à nouvel ordre, c'est un État qui a justifié son existence, même s'il y a une dictature, personne ne va pleurer à Bachar al-Assad. Hein. C'est clair, net et précis. C'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. C'est terminé. Compris. Jacques. Philippe Bouriaki. Jacques fait une très bonne analyse de la situation et du risque d'éclatement de la Syrie. Et je pense qu'à terme, ça risque de devenir un État fédéraliste, ou voire des fédérations dans un État comme on peut voir dans d'autres contrées. Effectivement, moi je rejoins Patrick Karam, qui a été le premier à alerter, qui a été sur le terrain auprès des chrétiens d'Orient, qui ont été persécutés, terrorisés, tués, décimés, sous les yeux complices du monde entier, et personne ne disait rien. Et je vous rappelle que Bachar al-Assad a été reçu, ainsi que le père, en grande pompe par toutes les démocraties, parce que c'était un rempart contre un Iran hégémonique et essayer de limiter son influence. Donc, moi, je suis pas en train de dire du bien de Bachar al-Assad. Loin de là, c'est un dictateur. Et on voit comment il a pu fuir. Et je pense... ça, c'est à titre personnel, qu'il y a eu quand même certaines complicités pour qu'il puisse partir en Russie en toute sécurité. C'est clair que la Russie, dans le deal, lui a permis et à sa famille d'échapper à la menace islamiste. Mais on voit que la faiblesse de la Russie n'a pas pu protéger son allié et ses bases avancées au Moyen-Orient. On voit qu'il y a une guerre géopolitique qui se fond par personnes interposées, mais le risque, effectivement, ces hommes aujourd'hui qui ont pris le contrôle en l'espace de 12 jours sans quasiment un coup de feu tiré, leur idéologie était l'éteinte. Je voudrais juste revenir sur un mot, la sémantique, et c'est hyper important parce que
on utilise des mots au mais je voudrais quotidien que et qui les deux autres stigmatisent puissent dire un mot. nos compatriotes de confession musulmane. En ces moments de fête de Noël et de Hanouka, ces lumières doivent nous apporter réflexion, amour, humanité et paix. Le mot djihad, ça veut dire le mot combat. Et le premier djihad, c'est le combat contre soi-même, contre ses propres démons. Il a été galvaudé. C'est important la sémantique, Jacques. Il a été galvaudé par des djihadistes eux-mêmes idéologistes. Relis le Coran et tu trouveras exactement le contraire. Justement, non, le djihad, le premier djihad, c'est le combat contre soi-même. Mais et moi, j'ai une pensée pour tous nos compatriotes musulmans qui sont très silencieux et qui sont souvent stigmatisés par l'extrême droite et ses alliés. Vous noterez que c'est vous qui faites le lien entre le débat sur la Syrie et nos compatriotes musulmans. Parce qu'ils sont stigmatisés, parce que quand on parle du mot djihad, derrière il y a le mot musulman, derrière il y a le mot islamiste et le mot terroriste. Et donc faire l'amalgame rapide et court entre musulmans et terroristes, c'est quelque chose de grave. Personne ne l'a fait ici. Eduardo on est assez objectif. La Syrie, vous qui êtes intéressé par les questions du Moyen-Orient, c'est un des sujets que vous avez traité quand vous étiez député. Qu'est-ce que ça vous inspire, la Syrie, aujourd'hui? D'abord, je pense qu'on peut être heureux pour la Syrie et pour les Syriens avec la chute du régime de Bachar el-Assad, régime sanguinaire qui avait opprimé et massacré son propre peuple, en particulier ces dernières années, de manière terrifiante. Des armes chimiques. Armes chimiques, chacun s'en souvient. Donc nous sommes heureux qu'une dictature soit terminée. Maintenant, tout reste à faire et c'est quand même l'incertitude sur le futur de la Syrie. Ce que nous pouvons espérer et ce que j'espère, c'est que désormais les Syriens puissent vivre en paix, en sécurité et dans le respect de toutes les minorités qui composent le pays. Ça, je pense que c'est l'objectif et nous ne savons pas ce qui adviendra avec le nouveau groupe et Al-Sahara qui vient de prendre le contrôle de la Syrie. Espérons que ça aille dans ce sens. Aidons en tant que France à ce que la paix, la sécurité, la stabilité et le respect des minorités, de toutes les minorités en Syrie puissent advenir. C'est un vrai sujet géopolitique. On a compris quand même comment le rapport de force régional, Turquie, Israël, Iran, Arabie Saoudite, États-Unis, Chine et Russie, un peu plus éloignés, vont peser sur la situation. Je pense que nous devons peser pour stabiliser la situation en vue de la paix, de la sécurité et du respect de toutes les minorités. Il me reste à vous remercier tous les quatre, Mathieu Hoc, qui n'aura pas pu s'exprimer sur la Syrie, avec plaisir, Jacques Niard, Eduardo Riancipel et Philippe Brouillaki. À vous remercier tous les quatre, à vous souhaiter, si vous n'êtes pas sur notre antenne d'ici à mardi soir, une très bonne fin d'année à tous les quatre messieurs, une très bonne fin d'année et un très bon réveillon du 31, de la fin de l'année 2024, et à vous dire que vous êtes les bienvenus dès lundi matin, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur Sud Radio, bien sûr, pour nos débats, et mettez-vous d'accord. Vous avez à peu près réussi à vous mettre d'accord ce matin sur un certain nombre de points. Merci encore à vous. Merci d'être venu ici ou d'avoir été avec nous en visio, Jacques, sur Sud Radio, et vous nous retrouvez quand vous voulez. Vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite avec l'œil de l'expert sur deux sujets. On parlera de la Syrie à nouveau pour nous faire un peu de pédagogie avec Mohamed Sifaoui. Et puis d'abord, on va recevoir un avocat pénaliste pour évoquer précisément la question des prisons.